Au cœur des décisions de la réunion gouvernementale de ce mercredi 6 juillet, la réglementation portant mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique au Bénin. Le compte rendu est à suivre dans cette édition avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouidji. Le non-respect des codes de la route est le principal élément qui cause de nombreux accidents de circulation. Plusieurs personnes y perdent la vie malheureusement. Comment réduire les risques de survenue de ces accidents? La réponse dans ce journal. Et en interactualité, l'Afrique du Sud a fait ses adieux mercredi aux 21 personnes décédées dans des circonstances mystérieuses le mois dernier dans un bar de la banlieue. Des centaines de personnes se sont rassemblées vêtues de noir, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour rendre un dernier hommage aux victimes. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Je l'annonçais en titre, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 6 juillet 2022. C'était sous la houlette du président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises, dont celle relative à la réglementation portant mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique au Bénin. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouidji. Réglementation portant mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique. L'objectif visé par le gouvernement, à travers les prescriptions édictées à cette fin, est d'optimiser les dépenses énergétiques des consommateurs tout en limitant les coûts d'infrastructures publiques ainsi que les impacts sur l'environnement dans tous les secteurs. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration du niveau d'efficacité et de diversification des sources énergétiques. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret subséquent et instruit les ministres concernés d'en assurer l'application rigoureuse. En point 2, cessation de l'établissement de cartes nationales d'identité non biométriques. Avec la prise du décret numéro 2020-396 du 29 juillet 2020, qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est, depuis lors, évertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence le service de l'identité nationale. De fait, le délai de traitement des demandes a été réduit à 1 semaine. Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques, lesquels ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux. Au chapitre des communications, contractualisation pour la fourniture de cartes d'identité prépersonnalisées à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La généralisation en cours du projet Assurance pour le renforcement du capital humain induira un plus grand besoin de cartes biométriques aux assurés. Afin d'éviter les ruptures de stock, en attendant la mise en service des équipements de l'ANIP, le Conseil a autorisé la fourniture, par le prestataire habituel, d'un lot de 1 500 000 cartes d'identité prépersonnalisées devant servir dans le cadre du maillage territorial du dit projet. Installation d'un nouveau système intégré de gestion des opérations douanières et de maintenance évolutive du guichet unique de commerce extérieur. Ce nouveau système douanier, dit Customs Web, repose sur les dernières avancées technologiques. Il permet d'automatiser intégralement les procédures douanières en développant des modules manquants au système actuel pour garantir la transparence des opérations réalisées. Le système tient compte des spécificités de notre environnement et corrige les insuffisances relevées sur la plateforme GUS tout en optimisant les performances de nos services douaniers. De ce fait, son installation entraînera le remplacement de celui en vigueur jusqu'ici dans notre pays, le Cydonia World. En point 4,
112 étudiants béninois ont reçu ce mercredi 6 juillet 2022 des bourses d'études pour les études académiques. C'est une œuvre du gouvernement béninois en partenariat avec l'organisation internationale dénommée Direct Aid. La remise officielle des chèques a été conjointement procédée par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi et le ministre des Affaires étrangères béninois, tous représentés à cette occasion. Romaric Dossa et Mathieu Sossou pour le compte rendu. Des appuis dans le secteur de l'éducation, le Bénin reçoit une fois encore 72 étudiants béninois reçoivent une cagnotte de 26 millions de francs CFA pour leurs études universitaires. C'est le moment de vous remercier pour toutes ces œuvres sociales et humanitaires que vous effectuez en Afrique et surtout au Bénin. Particulièrement merci pour le nécessaire que vous mettez à notre disposition pour un meilleur et brillant parcours universitaire. Nous vous promettons de faire de cette subvention un usage rationnel et efficient. Il est important de rappeler que notre organisation s'inscrit également dans une démarche globale d'appui aux populations défavorisées par des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la fourniture d'aide aux démunis et d'éducation d'eau, de la prise en charge des orphelins, etc. C'est le lieu de remercier le gouvernement et les responsables à Devernez-vous pour leur franche collaboration dont ils font preuve à notre égard. Nous espérons que cette collaboration dure encore très longtemps pour le bonheur de nos populations. Chers récipiendaires, je vous invite, faites de l'excellence votre leitmotiv et soyez des exemples pour toute votre génération. Un geste bien accueilli par les autorités béninoises en charge de l'éducation, des affaires étrangères et de la coopération. Pour eux, la posée participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans le secteur éducatif béninois. Je considère cela comme en faisant partie de l'acte de solidarité. Parce que pour le bien-être dans une société, il faut la solidarité. Ceux qui en ont doivent partager avec ceux qui n'en ont pas. Et je pense que c'est ce que les poétiens qui financent ces réformes essaient de nous démontrer. Nous-mêmes, au niveau du Bénin, je pense qu'on peut le faire, mais on n'a pas encore atteint cette culture de partage. Sinon, il y a quand même des gens aussi au Bénin qui ont assez de ressources qui peuvent partager avec ceux qui n'en ont pas. Cette culture de partage aussi, il faudrait que nous commençons par l'enseigner aussi au niveau de notre pays, pour que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les ressources puissent accompagner ceux qui n'en ont pas. Et surtout dans le secteur de l'éducation. Merci que nous pouvons formuler, c'est que tout simplement les bénéficiaires de ces bourses-là puissent travailler véritablement et obtenir leur diplôme. Mais le diplôme ne suffit plus pour nous aujourd'hui. C'est le niveau de connaissance, c'est élever le niveau de connaissance au top pour être vraiment excellent pour contribuer au développement de notre pays. À entendre ces autorités, l'octroi de bourses à la jeunesse aujourd'hui, c'est bâtir un avenir meilleur du pays. Les récipiendaires sont donc invités à plus de sérieux dans leur cursus scolaire. Ceci pour encourager les partenaires. Amnesty International, l'ONG Human Rights Priorité et d'autres organisations souhaitent que les citoyens béninois puissent de nouveau saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles organisent depuis ce lundi 4 juillet 2022 une campagne de plaidoyer de 6 semaines. L'objectif est d'inciter le gouvernement à redéposer sa déclaration d'acceptation de compétences de la juridiction en matière de requêtes individuelles et des ONG. Plus d'explications dans cet élément de Kenneth Enyanwi et Mathieu Sossou. C'est un plaidoyer pour inciter l'État béninois à redéposer sa déclaration de compétence au protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui permet aux citoyens et aux ONG de saisir directement la dite Cour.
L'initiative est portée par Amnesty International et plusieurs autres ONG, dont Human Rights Priority. Ces organisations veulent ainsi contribuer à l'effectivité des droits humains au Bénin. Qu'ils vous souviennent que le 25 mars 2021, notre pays a retiré donc cette déclaration-là. Et en le faisant, le pays a donc retiré aux citoyens et citoyennes ainsi qu'aux ONG le droit ou la possibilité de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en cas de besoin. Faut-il le rappeler, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est l'un des mécanismes africains de protection des droits humains. Et on y recourt lorsque, au niveau national, on estime qu'après avoir épuisé les voies de recours, on n'a pas eu gain de cause. Et donc, c'est tout à fait normal que ces organisations-là puissent plaidoyer pour que cette possibilité soit redonnée aux populations. Plusieurs activités sont au programme de cette campagne pour faire entendre ce cri de cœur au gouvernement béninois et à son chef, le président Patrice Talon. Des entretiens, des interviews, il y a même une capsule qui édifie beaucoup plus sur la Cour, sur ses compétences, des publications de messages de plaidoyer. Et ces messages vont être diffusés durant 6 semaines. Vous avez des messages qui ont trait à la Cour elle-même, qui incitent donc à aller la découvrir ou à mieux la découvrir pour connaître ses attributions, pour savoir comment on interagit avec elle, en quoi est-ce que c'est important de pouvoir se positionner en termes de défenseur de cette cour-là, parce que quelque part, nous y gagnons en tant que population béninoise et population africaine. Pour rappel, le Bénin a retiré sa déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples depuis le 25 mars 2021. Le gouvernement avait justifié ce retrait par des dérapages et les égarements qui éloignent cette Cour de ses véritables compétences et du rôle crucial qu'elle doit jouer. On parle à présent de sécurité routière qui est un élément essentiel pour une bonne conduite des usagers de la route. Le non-respect des codes de la route est un principal élément qui cause de nombreux accidents de circulation. Plusieurs personnes y perdent malheureusement la vie. Comment réduire alors les risques de survenue de ces accidents? La réponse dans ce reportage. Les voies et routes facilitent la circulation des usagers, mais on constate souvent qu'elles servent de théâtre aux accidents les plus violents et mortels. Chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route dans le monde. La sécurité routière est menacée. Parler du non-respect du code de la route, c'est vraiment important. Et quand vous n'avez pas le permis de conduire, vous ne devez pas prendre le véhicule. Les motos également, ils doivent avoir leur permis de conduire, connaître le code, l'usage des drogues et d'alcool. Parce que quand vous prenez la drogue et vous abusez, la perception et la réaction, vraiment c'est nul. Le stress aussi. Et ici également, ce qui est très fréquent maintenant, la communication, l'utilisation des téléphones sur les routes. Le changement brusque des voies sans d'abord prendre des dispositions. Les accidents de la route sont un drame permanent. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, ils constituent la première cause de mortalité de la jeunesse dans les pays industrialisés. Selon le rapport des sapeurs-pompiers, au Bénin, plus de 510 accidents de circulation et autres ont été enregistrés au cours de l'année 2022. 315 décès sont dus aux accidents de la route. Plusieurs mesures doivent être prises pour éviter au maximum ces cas d'accident. Quand vous avez le moral bas, nous ne devons pas conduire. Quand vous êtes très fatigué, nous ne devons pas conduire. Il faut un repos. Quand nous prenons certains produits dont l'effet secondaire, c'est la somnolence, nous devons éviter l'abus de l'alcool. Quand vous savez que vous avez bu, il faut arrêter de conduire ou demander à quelqu'un de vous aider. Et également le port des casques, les ceintures de sécurité. Et quand vous n'êtes pas autorisé à conduire, il faut respecter. En 2022, on enregistre déjà sur les routes du Bénin des records qui inquiètent la population et les autorités.
Le nombre d'orphelins de la route s'accroît de jour en jour, plongeant des familles dans le désarroi et l'amertume. La vie est comme un rêve et la mort un réveil. Les codes de la route doivent être respectés. La banane est un fruit à forte densité nutritionnelle, très digeste. Elle est riche en potassium, un minéral connu pour lutter et prévenir contre l'hypertension. Elle permet également de limiter les maladies cardiovasculaires. Néanmoins, l'excès de toute consommation nuit gravement à la santé et la banane n'en fait pas exception. L'essentiel à savoir sur la banane, c'est dans ce reportage que je vous invite à suivre. La banane, généralement jaune quand elle est mûre et verte la plupart du temps quand elle ne l'est pas, est l'un des fruits les plus consommés dans le monde. Elle existe en plusieurs variétés et présente de nombreuses propriétés nutritives. La propriété naturelle de la banane est l'apport du potassium pour le corps. La banane nous donne le potassium vraiment élevé et c'est ce que nous cherchons quand nous voulons prescrire à titre préventif le manquement de la banane. Nous orientons rapidement les gens à prendre la banane pour pouvoir avoir l'élément. La banane est très souvent utilisée en cuisine, mais malgré les nombreux bienfaits, elle peut également avoir des effets néfastes sur la santé. Le potassium est vraiment élevé, il est à plus de 353 grammes dans les éléments de la banane. Donc ça peut compliquer, ça peut appuyer à ce que le taux de glycémie flotte, à ce que le taux de glycémie monte à cause du sucre qui est élevé. Donc la banane en soi, c'est très bon, c'est un fruit qui est très formidable pour le corps humain. Sinon, c'est seulement l'abus, surtout la soirée. Parce que quand tu le prends la soirée, il n'y a plus de mouvement, tu ne fais plus d'activité pour pouvoir éliminer l'excès du sucre. Il faut prendre toujours la banane dans la journée. On peut le faire comme un jus de banane parce qu'on a besoin seulement de l'élément. Donc l'élément doit être bénéfique quand le corps vit, quand le corps est en mouvement. Dans l'alimentation en général, la banane a des heures précises et j'ai toujours conseillé aux gens d'en bénéficier, surtout dans la journée et dans le petit déjeuner. À midi, déjà vers 15h, tu dois arrêter la consommation de la banane parce qu'il y a le taux de glucose est vraiment élevé dedans. Il est donc préférable de manger la banane dans la journée pour une meilleure digestion. On ouvre à présent la page Inter avec l'Afrique du Sud. Je l'avais annoncé en titre. 21 jeunes gens et surtout des adolescents ont retrouvé morts dans une taverne et toujours pas d'explication 10 jours après. L'Afrique du Sud s'est recueillie mercredi lors d'une cérémonie pour saluer leur mémoire en présence de cercueils vides symboliques. Plus de 1000 personnes, dont le président Cyril Ramaphosa et de nombreux élus, ont participé à ces funérailles. L'Afrique du Sud a fait ses adieux mercredi aux 21 personnes décédées le mois dernier dans des circonstances mystérieuses dans un bar de la banlieue d'East London. Des centaines de personnes se sont rassemblées vêtues de noir, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour rendre un dernier hommage aux victimes qui pour la plupart étaient des adolescents. Dans son éloge funèbre, le chef de l'État a mis en cause le non-respect des lois en vigueur concernant la consommation d'alcool. Le gouvernement national nous accuse, le gouvernement provincial, le local, la police, les propriétaires de bars, ils nous font tous des reproches. Et ce blâme doit être jeté aux pieds de ceux qui font de l'argent sur les rêves et les vies des jeunes Sud-Africains, en enfreignant la loi et en vendant de l'alcool à des enfants mineurs. Les circonstances de l'incident ayant provoqué une effusion de chagrin dans le pays restent pour l'heure toujours inconnues. Néanmoins, les causes les plus probables semblent être la fuite de produits chimiques additionnés à une surconsommation d'alcool. La tragédie a relancé le débat sur les inégalités criantes de l'Afrique du Sud. Beaucoup, y compris le président Ramaphosa lui-même, ont souligné le manque de terrains de sport viables, de centres dédiés à la jeunesse ou de bibliothèques dans les quartiers populaires.
L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, est attendu à Ouagadougou en fin de semaine pour y rencontrer les autorités militaires issues du coup d'État de janvier. Blaise Compaoré, qui a été condamné par contumace à la prison à perpétuité en avril par un tribunal militaire de son pays, est attendu en fin de semaine. Il doit arriver jeudi ou vendredi pour un court séjour et être reçu par le chef de l'État dans le cadre de la réconciliation nationale. Burkina Faso's former president, Blaise Compaoré, has been sentenced to life imprisonment. It's over his role in the 1987 murder of his predecessor in a coup. Burkina Faso's ex-president Blaise Compaoré was sentenced in absentia to life imprisonment on Wednesday for his role in the 1987 murder of his predecessor, Thomas Sankara, in a coup. Mariam Sankara, wife of the assassinated leader, after the military tribunal's verdict was announced. I think that now the people of Burkina Faso and the public opinion know who Thomas Sankara is, who is the man, who is the politician, what he did, what the people who assassinated him want. From that point of view, I am relieved because we know who he is. Compaoré went on to rule for 27 years before being ousted in another coup in 2014 and fleeing to Ivory Coast, where he is still believed to live. He was found guilty on an attack on state security, complicity in murder and concealment of a corpse. Two of Compaoré's former top associates were also sentenced to life imprisonment. All three have previously denied involvement in Sankara's death, along with 11 other defendants accused of plotting the assassination. 3 of the 11 were declared innocent and the rest received between 3 and 20 years. The charismatic Marxist revolutionary Sankara, who gained a reputation as Africa's Che Guevara, was gunned down in the capital Ouagadougou at the age of 37, 4 years after he took power in a previous coup. He won public support in the impoverished nation by selling a government fleet of Mercedes, lowering the pay of well-off public servants and forbidding first-class state travel. He cut down his salary, refused to work with air conditioning, and jogged through Ouagadougou unaccompanied. Critics say his reforms curtailed freedoms and did little to enrich ordinary people. But admiration remains, and justice has long been awaited by Sankara's family and supporters. En République démocratique du Congo, quelques 27 millions de personnes sont confrontées à des conditions de crise ou d'insécurité alimentaire d'urgence. La situation pourrait s'aggraver dans les mois à venir sans une assistance accrue en mise en garde mercredi. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial. Ces chiffres sont un signal d'alarme pour plus d'action et pour faire les choses différemment. En République démocratique du Congo, au moins 27 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Le rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, qui ne reflète pas encore les effets de la guerre en Ukraine, révèle la fragilité des systèmes agroalimentaires et les inégalités. Avec l'augmentation des prix, ces populations auront du mal à accéder à certains denrées alimentaires. Et ça va certainement accroître leur vulnérabilité. Et je pense que ça, c'est un des gros impacts déjà de la crise en Ukraine qu'on constate ici au niveau de l'action humanitaire. Dans l'Est, les récents combats ont déplacé des milliers de personnes qui vivent désormais dans des conditions précaires. Pour le chef adjoint de l'OCHA, le bureau de la coordination de l'ONU en RDC, les acteurs humanitaires et du développement doivent travailler ensemble pour garantir l'approvisionnement en nourriture des déplacés. Je pense qu'il faut travailler, les acteurs humanitaires, mais aussi avec les acteurs de développement. Il faudrait, avec aussi tous les programmes de développement que le gouvernement met en place, et travailler dans une approche holistique pour pouvoir effectivement adresser les causes de cette insécurité alimentaire et permettre à ces populations de pouvoir avoir accès à la nourriture dans les zones dans lesquelles elles sont.
Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le monde s'éloigne de son objectif d'éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Le rapport souligne également la nécessité de se concentrer sur la promotion de régimes alimentaires sains. La police a violemment interpellé 3 membres du Front national pour la défense de la Constitution, Oumar Silla, Mamadou Biloba et le rappeur Gianni Alpha. Cette coalition avait orchestré des mois de mobilisation de 2019 à 2021 contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en septembre 2021 par une junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. En Guinée, la police a interrompu une conférence de presse du FNDC en interpellant 3 membres de l'organisation de l'opposition. Mardi, Mamadou Bilo, le rappeur Gianni Alpha et le leader du Front national pour la défense de la Constitution, Oumar Silla, dit Fonik et Mangué, ont tous les 3 été arrêtés au siège de la coalition. Les 2 premiers ont été battus et leurs vêtements déchirés par des policiers. Le procureur de la cour d'appel de Conakry a expliqué que M. Silla et M. Ba sont poursuivis pour avoir produit et diffusé par le biais d'un système informatique des propos injurieux contre le Conseil national de transition, le parlement de transition mis en place par la junte. Le FNDC est sentinelle de la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant que nous voyons que nous ne sommes plus dans un état de droit, il n'y a plus de porte ouverte pour le dialogue, nous voyons que nous sommes dans une dictature, nous allons mener ce combat et ce combat sera mené par le peuple de Guinée et nous appelons le peuple à rester mobilisé jusqu'à ce que la Guinée devienne un pays démocratique et vertueux. Je vous remercie. Le FNDC a orchestré des mois de mobilisation de 2019 à 2021 contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en septembre 2021 par une junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Le chef de la junte s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans, un délai rejeté dimanche par la CEDEAO. Hors du cadre africain à présent, la 7e vague de l'épidémie de Covid-19 augmente ces derniers jours et 120 000 cas ont été détectés en moyenne par jour cette dernière semaine. Selon le nouveau ministre de la Santé, le nombre de contaminations au Covid-19 s'est élevé à plus de 206 000 sur les dernières 24 heures. Les cas de Covid-19 explosent en France. Ils devaient dépasser ce mardi la barre des 200 000 infections quotidiennes, selon François Braun, le nouveau ministre français de la Santé. Conséquence, les demandes de tests repartent à la hausse, mais les pharmacies ne peuvent pas toujours y faire face. Depuis une semaine, on voit que les chiffres des tests n'arrêtent pas d'augmenter, le nombre de positifs aussi. Aujourd'hui, on arrive à plus de 30 tests, alors que d'habitude, on en faisait beaucoup moins. Tous les jours, là, on est quasiment 1 sur 2 positifs. 50% de positifs, ouais. Pas des gens testés. Mais oui, ça a augmenté fortement. Si aucune mesure drastique n'a été adoptée à ce stade, les autorités françaises rappellent l'importance du port du masque, notamment dans les lieux bondés et dans les transports en commun. Les cas positifs de Covid-19 ont également explosé en Allemagne avec près de 150 000 infections par jour. Même tendance au Royaume-Uni ou en Italie. Selon le Conseil scientifique français, l'impact de la 7e vague de Covid sur les hospitalisations et sur les décès reste incertain. Le nombre de cas positifs serait par ailleurs sous-estimé en raison d'une certaine lassitude des habitants. Après 2 ans de pandémie de Covid-19, 1 million de fidèles musulmans saoudiens et étrangers sont attendus dans le royaume pour effectuer le pèlerinage annuel du Hajj. C'est 16 fois plus qu'il y a 1 an. Le record date de 2012, année lors de laquelle environ 3,2 millions de musulmans avaient effectué le Hajj. Son émotion est palpable. Parti à pied du Royaume-Uni il y a 11 mois, Mohamed Adam a parcouru 7000 km pour rejoindre la Mecque, en Arabie Saoudite. Il vient d'arriver pour y accomplir son pèlerinage. J'ai pleuré quand je suis arrivé. C'est un sentiment incroyable qui me laisse à court de mots. Je me sens serein et très proche de Dieu avec beaucoup de spiritualité. Comme lui, 1 million de pèlerins venus du monde entier sont attendus à la Mecque pour le Hajj, le plus grand pèlerinage musulman.
Après 2 années de limitations drastiques à cause de la pandémie de Covid-19, c'est la première fois que le royaume accueille un nombre aussi important de pèlerins. Grâce à Dieu, hier c'était la première fois que je voyais la Kaaba. C'est tellement beau. Je rêve de ce jour depuis plus de 12 ans. J'économise de l'argent depuis 3 ans. Je devais venir l'année dernière, mais je n'ai pas pu à cause du coronavirus. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman qui en a les moyens doit l'effectuer au moins une fois dans sa vie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Portez-vous bien et bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV.